avant d'évoquer les événements actuels, les origines de ces événements, en fait le mondialisme en cours, il y a quelques points que je vais évoquer, parce que à force de faire des conférences, de discuter avec des personnes, de les avoir au téléphone, soit par Internet, voire même via Facebook, j'ai constaté, ou bien ne serait-ce qu'avec mes étudiants tout court, j'ai constaté que vous avez des personnes qui connaissent beaucoup de choses sur le nouvel ordre mondial, qui sont calées, mais c'est pas tout d'avoir des connaissances, il faut encore avoir un esprit structuré. Après tout, Internet, Google, c'est rempli d'informations. Mais encore faut-il structurer ça. Alors je vais vous évoquer un homme pour qui j'ai une très grande admiration, qui est mort en 1936 et j'aurais sincèrement aimé le connaître. Cet homme s'appelait Jacques Bainville. Et il avait, c'est un historien, membre de l'Académie française, et il avait une méthode, une structure de pensée pour digérer une masse d'informations. Et le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est le chef-d'œuvre, je dis bien le chef-d'œuvre qu'il a écrit en 1920 concernant le traité de Versailles. Le traité de Versailles 1919 qui donc donne apparemment la victoire aux Alliés, aux Français, aux Anglais, aux Américains. Et vous avez l'Autriche-Hongrie qui éclate, l'Allemagne qui est écrasée militairement et même réduite territorialement. Et en 1920, il écrit en matière de relations internationales le chef-d'œuvre. L'œuvre est inégalée et le livre a été réédité. Un livre qui s'intitule Les conséquences politiques de la paix, où en 1920, il donne tous les éléments qui vont conduire à la Seconde Guerre mondiale. Tous les éléments. Mais avec une méthode, c'est bien simple, quand on lit le bouquin après la Seconde Guerre mondiale, il n'y a plus qu'à mettre les notes dans les bas de page pour dire, ah oui, il dit l'Autriche, mars 38. Ah, il parle des Sudètes. Ah oui, c'est vrai, c'était septembre-octobre 1938. Et puis il parle à un moment donné de la cause réelle qui va conduire à la Seconde Guerre mondiale, c'est le fameux couloir de Danzig, qui séparait l'Allemagne de la Prusse orientale, Königsberg, qui aujourd'hui s'appelle Kaliningrad, et il dit ceci, l'Allemagne, je vous cite de mémoire, l'Allemagne, cet animal méchant, accroupi au cœur de l'Europe, n'a qu'une griffe à étendre pour récupérer l'îlot de Königsberg. À cet endroit se trouvent les prochains malheurs de la Pologne et de l'Europe. En 1920, il annonce septembre 1939. Il est mort en 1936, heureusement pour lui, il n'a pas vu tout ce qu'il avait prédit. Évidemment, pour avoir en 1920 été en mesure donc de prévoir avec tant de précision les événements conduisant à la Seconde Guerre mondiale, c'est simple, il donne tout sauf une chose, le nom d'Hitler. Il dit quand même, il ne manque plus que l'homme pour mener à bien cette affaire. Il avait une méthode, et cette méthode, je voudrais, c'est en 4 points, ces méthodes, je voudrais vous les donner. Premièrement, observation des faits. Et quand je dis observation des faits, c'est pas en fonction de son cœur, de ses pulsions, de ses envies, de ses sentiments, de ses religions, peu importe. C'est observation des faits, d'une manière froide, méthodique, comme un médecin légiste qui a un cadavre d'une jeune fille qui a été écrabouillée par un assassin, un type, je pense par exemple au massacre de oui, c'est le massacre de cette petite fille, enfin un jeune adolescent qui s'appelait Jeanne-Marie Kechelin, qui a été torturée, violée par un sadique. Je crois qu'elle a reçu 16 coups de couteau au niveau du vagin, le bas du ventre arraché, les ovaires arrachés, enfin bref. Eh ben, le médecin légiste, il a été froid, il a vu les faits et méthodiquement, il a exposé les raisons qui ont conduit à la mort. Eh bien, c'est pareil. Il faut être un médecin légiste. On voit les faits. Il n'y a pas le sentiment de colère, on est pour, on est contre. On voit les faits. On est froid. Deuxième point, quand on voit des faits, on voit l'origine de ces faits, c'est-à-dire le principe de causalité. Qui est à l'origine de tel événement? Qui, des fois, avec plusieurs éléments qui rentrent en jeu. Le troisième élément, il faut, quand on s'intéresse au mondialisme, au nouvel ordre mondial, impérativement connaître le passé. Connaître, c'est-à-dire avoir une connaissance de l'expérience politique. Un exemple que je vous cite, l'exemple du XIIIe siècle, d'ailleurs c'est un exemple qui m'avait fait comprendre un peu la mécanique du mondialisme, où vous avez au début du XIIIe siècle un roi de Hongrie qui s'appelait, je crois, Géza II, qui a fait venir un groupe militaire qui s'appelait les Chevaliers Teutoniques pour lutter contre une tribu barbare du royaume de Hongrie qui s'appelait les Coumans. Et ces Chevaliers Teutoniques ont su battre les Coumans. Et donc, ça a rendu service au roi de Hongrie, Géza. Bon.
Et puis ces chevaliers teutoniques, c'est à la fois donc une organisation militaire, mais aussi religieuse, financière. Ces chevaliers teutoniques ont commencé à vraiment s'implanter dans le royaume de Hongrie et à établir ce qu'on a appelé une prévôté, c'est-à-dire un lien direct avec le pape. Donc vous aviez chevaliers teutoniques, organisation politique, économique, financière très puissante, vivant au sein d'un État dirigé par un roi, et ces chevaliers teutoniques traitant directement avec la papauté, donc contournant l'autorité nationale. Et ce roi de Hongrie s'est rendu compte que s'il laissait faire les choses, il allait être pris entre le marteau et l'enclume et être écrasé. Et c'est ça qui lui a fait dire qu'il fallait réagir immédiatement et foutre à la porte les teutoniques pour ne pas avoir finalement un État dans l'État. Et ces chevaliers teutoniques se sont réfugiés en Pologne, et c'est eux qui allaient donner naissance à la Prusse. Prusse qui allait être le moteur de l'unité allemande et des deux guerres mondiales. Donc vous voyez que ces principes-là, il faut s'intéresser au passé, parce qu'en histoire, n'oubliez jamais ceci, en histoire, tout a été inventé. Ce qui change, c'est le matériel, les choses qui vont plus vite, plus loin, mais on retrouve les mêmes méthodes, simplement c'est la rapidité d'exécution qui aujourd'hui change. Quatrième point que Bainville développe, c'est l'impérative nécessité de connaître la psychologie humaine. L'éducation chez l'homme change, en bien ou en mal. La psychologie humaine, au cours des siècles et des millénaires, ne change pas. On est tous avec des envies, des pulsions. C'est uniquement l'éducation qui permet de canaliser, moyennement, beaucoup, pas du tout. Donc il faut vraiment avoir ces quatre paramètres, et avec ça, on peut ensuite se jeter dans l'étude du nouvel ordre mondial, en sachant évidemment qu'on n'arrivera jamais à 100% à être... Mais disons que ça permet de limiter la casse. Alors, fort de ces quatre éléments, vous avez eu la nuit dernière, et jusqu'à ce matin, 4 h du matin, cette fameuse réunion de Bruxelles pour essayer de régler un problème qui est l'endettement faramineux des États, la Grèce en particulier, l'Italie ça pointe son nez, pour essayer de juguler la crise de l'euro, enfin bref, de donner un élan à l'Union européenne pour véritablement reprendre le dessus. Alors, vous avez l'Italie, enfin Berlusconi, qui s'est fait tirer les oreilles par Sarkozy et Angela Merkel, en particulier pour remettre de l'ordre dans ses finances, puisque la dette italienne monte en puissance. Et Berlusconi a dû vraiment, quasiment, l'arme sur la tempe, procéder à une refonte complète pour rassurer ses partenaires européens. Le problème, c'est que Berlusconi ne tient au pouvoir que grâce à un parti, le parti régionaliste, la Ligue du Nord de Bossi. Et en particulier, comment ça s'appelle, Berlusconi voudrait augmenter l'âge de la retraite de 65 à 67 ans, entre autres. Et Bossi, patron très puissant de la Ligue du Nord, régionaliste et indépendantiste, n'oubliez pas que chez ces Italiens du Nord, et entre autres de la Ligue du Nord de Bossi, l'Afrique commence au sud de Rome. C'est ce qu'ils disent. Hein. Bon. Dans ce sens que l'Afrique, considérée donc la botte italienne, enfin au sud de Rome, ils disent, le fameux Mezzogiorno, que cette Italie coûte cher et donc ils veulent se débarrasser. Et donc avec la primauté donnée aux régions, ils voudraient finalement s'émanciper de l'autorité romaine. Et le problème, c'est que, alors, cette information, je la donne, je ne l'écris pas, mais je la tiens, vous savez, quelquefois, bon, à force de faire des conférences, puis de bouger un peu, on rentre en contact avec des personnes qui, quelquefois, certaines sont bien placées dans la hiérarchie militaire, ou bien dans les services administratifs bruxellois, et puis en catimini, ils vous balancent une information qu'on ne verra jamais dans les journaux. Il faut savoir que l'Allemagne soutient financièrement la Ligue du Nord. Et donc, imaginez Angela Merkel comme elle a dû savourer la situation où elle demandait à Berlusconi de procéder à des réformes profondes, dont rehausser l'âge de la retraite, en sachant que Berlusconi ne tient au pouvoir que grâce à son allié de la Ligue du Nord aussi, lui-même tenu par les Allemands qui le financent. Donc vous imaginez que pour Angela Merkel et ses collaborateurs, ils se sont dit on va flanquer une merde en Italie, et effectivement ce n'est que le début. Vous avez la Grèce, minée par les dettes. Alors, il faut dire aussi qu'ils vont chercher les Grecs, hein. Une fraude énorme. Les courants politiques de gauche et de droite ont tous plongé dans cette affaire. Il faut savoir aussi que la Grèce est dans bien des domaines en retard. Il n'y a pas de cadastre en Grèce. Donc déjà, pour établir une organisation au niveau de l'État grec, quand vous n'avez pas de cadastre, c'est pas évident. La Grèce est littéralement
sous protectorat de l'Union européenne et indirectement du FMI. Alors vous avez cette situation ubuesque où la Grèce est rentrée de l'Union européenne parce qu'on a trafiqué les chiffres. Entre autres, les chiffres permettant à la Grèce de rentrer dans l'UE. Et ceux qui ont fait ça, ce sont les hommes politiques grecs, de gauche comme de droite, mais en particulier aussi Goldman Sachs. Et l'ironie dans cette histoire, c'est de voir que le nouveau président de la BCE, la Banque Centrale Européenne, s'appelle Mario Draghi. Il remplace donc Trichet. Et Mario Draghi, c'est un ancien de Goldman Sachs. Donc on a une situation ubuesque de voir la BCE qui essaye de sauver la Grèce, qui voit comme nouveau patron un type issu d'un institut qui a lui-même trafiqué les comptes de la Grèce. Vous voyez, la mafia, c'est une mafia. Bon. La Grèce est littéralement un laboratoire, car la Grèce a perdu sa souveraineté. La Grèce est un protectorat de l'UE. Et en particulier, on peut le constater avec le rôle de l'Allemagne. On parle du FESF, le Fonds européen de stabilité financière, qui à partir de 2013 doit s'appeler le MES, le Mécanisme européen de stabilité. Et d'ailleurs, ce FESF, qui devait avoir un pactole de 440 milliards d'euros, s'est passé à 1000 euros donc la nuit dernière. Qui dirige ça? Un Allemand, Klaus Reckling, lui-même un ancien du FMI. Donc vous voyez les liens. Et parallèlement à ça, vous avez un groupe d'une cinquantaine d'experts européens de différentes nationalités qui se partagent entre Athènes et Bruxelles pour surveiller l'État grec, entre autres pour la gestion des fonds structurels. Qui fait ça? Qui dirige ce groupe d'experts? Un autre Allemand, qui s'appelle Horst Reichenbach. Et ce Horst Reichenbach, c'est le vice-président de la BERD, la Banque européenne de reconstruction et de développement. Donc vous voyez, il y a une mainmise germanique dans cette histoire. La dette grecque, qui est colossale, qui tourne autour des 350 milliards d'euros, a été en partie éliminée, 100 milliards qui sont passés à la trappe. Donc il y a un petit souffle à porter à la Grèce. Il n'empêche que la Grèce est sous perfusion. Et puis vous avez vu cet événement de la Chine qui va participer au soutien de l'euro, de l'Union européenne. Alors tout le monde s'est un peu étonné de l'arrivée de la Chine. Eh bien non, il ne faut pas s'étonner, parce que dans les plans mondialistes, la Chine est déjà bien intégrée. Enfin, quand je dis la Chine, les élites. Voyez-vous, la Chine de Mao, c'est 1949. 1949, vous avez eu un institut qui a été créé, qui s'appelle le Chinese People Institute of Foreign Affairs, donc l'Institut chinois des affaires étrangères. Vous le tapez sur Internet, il est en chinois et en anglais. Qui a été créé en 1949. En fait, c'est très intéressant de voir les origines de cette création, de cet institut. Ce sont essentiellement des Canadiens ou des Sino-Canadiens. Il y avait Pauline, il y avait Roning, il y avait Endicott et surtout il y avait un certain Gordon. Ces 4 Canadiens étaient à la tête de grandes banques canadiennes et le nommé Gordon, c'est le plus important, qui a joué un rôle capital dans la création de cet institut chinois pour les affaires étrangères. Ce Gordon est en même temps le patron de l'Institut des affaires étrangères canadien, qui est l'homologue du CFR américain et l'homologue de Chatham House, ces fameux instituts mondialistes. Chatham House, qui a été créé dans les années 20-21, son équivalent, son jumeau américain, même 20-21 aussi CFR. Eh bien, l'homologue canadien, c'est le Canadian Institute of Foreign Affairs, qui s'occupe de ça. Et le patron de cet institut de CFR canadien, c'était ce fameux Gordon, lui-même grand patron des banques canadiennes et grand représentant au sein du Bilderberg. Eh bien, ce sont ces gens-là, canadiens ou sino-canadiens, qui ont créé le, entre guillemets, CFR chinois, le Chinese People of Institute of Foreign Affairs, créé en 1949. Et donc on voit que déjà, dès la création de la Chine communiste, vous avez des liens profonds entre les élites anglo-américano-canadiennes et les élites communistes. Et ça perdurait. Vous avez un accord qui a été obtenu avec la Chine pour qu'elle soutienne l'euro. En contrepartie, cela veut dire que l'Union européenne, littéralement, perd de sa liberté. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la Chine apporte son soutien réel aux autorités de l'Union européenne, en contrepartie, les Européens vont s'interdire quoi? De critiquer la Chine sur la production, entre autres lorsqu'elle fait travailler des enfants,
sur l'écologie, sur les normes de protection. L'Union européenne ne va jamais, avec l'accord signé avec la Chine, enfin qui est en cours d'accord, l'Union européenne ne va jamais exiger de la Chine des mesures de protection, puisque la Chine apporte une aide décisive à l'euro. Les dirigeants de Bruxelles, littéralement, perdent des moyens pour faire pression. Les Chinois ne vont pas dire, écoutez, on vous apporte une aide certaine pour l'euro, en plus vous nous interdisez ça, ça, ça. Non. Donc en fait, on a vraiment une mainmise des autorités chinoises sur les affaires européennes, et ça c'est typiquement mondialiste, car il faut créer ce qu'on appelle l'interdépendance, ce que les Allemands appellent die Verflechtung, l'entre-là. C'est-à-dire, c'est en gros en français, je te tiens par la barbichette. Et quand on se tient par la barbichette, on j'allais dire, on s'auto-détruit, mais pas trop. Vous savez, en fait, il faut lire le bouquin, les classiques, hein, je pense à 1984, Orwell, qui dit bien, vous avez dans les grands blocs continentaux, Océania, Eurasia, Eurasia, ils se tapent entre eux, ils se tirent dans les pattes, assez pour justifier, eux, ce sont les méchants et nous, ce sont les bons, mais ils ne se tapent pas trop parce qu'il ne faut pas tuer l'ennemi. L'adversaire est utile. Et donc, c'est le principe de l'entre-là, de l'interdépendance. Et là, on a vraiment un renforcement de cette interdépendance. Vous avez, en fait, dans ce qui s'est passé la nuit dernière, la volonté de mettre les premières ébauches d'un gouvernement économique européen. Et déjà, le 28 septembre 2011, vous avez la Commission européenne qui a demandé aux États européens de présenter des budgets nationaux équilibrés, sinon c'est niet. L'Union européenne commence à avoir un droit de regard sur l'élaboration de ces budgets, et donc on voit qu'une autorité, qu'une gouvernance économique européenne est en train de se mettre en place aux dépens des États français, italiens, espagnols, portugais, et la Grèce, n'en parlons pas, elle est déjà hors course. Et voyez-vous, dans ces événements, il y a une chose qui est frappante, c'est que beaucoup de représentants de la presse française, mais aussi italienne ou anglaise, se sont rendus compte que l'Allemagne menait le bal. Alors je vous cite par exemple un article de la Tribune, le journal économique de la Tribune, qui disait « Merkel impose l'Europe allemande ». Ou bien Nicolas Dose de BFM, qui disait que tout ce que veut Berlin, il l'obtient. Et que Nicolas Sarkozy n'est que là que pour faire de la représentation. C'est vrai. L'Allemagne est en train d'imposer ses vues en Europe. Quand je dis l'Allemagne, évidemment, je ne parle pas du peuple allemand. Je parle des dirigeants des élites mondialistes germaniques qui, en liaison avec les élites mondialistes anglo-américaines, réussissent à imposer leur vue. Alors, il faut bien comprendre que pour l'Allemagne, l'Europe est indispensable. Je vais vous donner des chiffres ronds. Le commerce extérieur allemand a besoin de l'Europe. Je vais vous donner 4 chiffres. Et les 4 chiffres, je les ai volontairement arrondis pour éviter d'avoir les virgules, etc. Le commerce extérieur allemand a besoin de l'Europe. Alors quand je dis l'Europe, Europe et Russie comprise, à hauteur de 70%. 70% du commerce extérieur allemand, c'est l'Europe, Russie comprise. Pour l'Union européenne, les 27 États de l'Union européenne, le commerce extérieur allemand, c'est grosso modo 60%. Pour les 17 pays de l'Union européenne avec l'euro, c'est 40%. Et l'Asie, 14%. Donc vous voyez que le gros secteur pour l'Allemagne, c'est l'Europe. Donc il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or. Il ne faut pas que l'Allemagne tue ses clients français, italiens, espagnols, parce que sinon elle perd, c'est pas le tout de produire. Il faut encore vendre. Et c'est pareil pour la Chine. La Chine a besoin de l'Europe. La Chine, c'est bien l'usine, mais encore faut-il vendre les produits qu'on fabrique. Donc il faut pour la Chine une Europe qui tient debout, et c'est pareil pour l'Allemagne, qu'on appelle pour certains la Chine de l'Europe, d'un point de vue puissance économique. Cette Europe qui se met en place sous l'égide allemande, car il y a une volonté, j'en parlerai tout à l'heure, de l'Allemagne d'imposer ses vues sur l'Europe. Ce qu'elle n'a pas pu réussir en 2 guerres mondiales, elle est en train de réussir par la voie politique, économique et juridique même. Il faut bien comprendre que cette Europe, elle se fait sous la coupe allemande, mais attention, le vrai patron, c'est le monde anglo-américain. Et là, il faut bien comprendre que les 2 guerres mondiales se sont déroulées, pourquoi? Parce que l'Allemagne voulait le gâteau à elle seule. Les Allemands, Deuxième Reich, Guillaume II, et Troisième Reich, Hitler, voulaient contrôler l'Europe sans l'autorité de Londres, de Washington. Les Anglo-Américains sont pour l'unité de l'Europe à une seule condition, que cela se fasse sous leur direction. Et pour ça, je vais être obligé de vous évoquer
un peu la géopolitique germanique et la géopolitique anglo-saxonne. Vous avez, parmi les grands géopolitologues anglais et américains, vous avez un anglais qui s'appelle Mackinder, qui a élaboré les relations entre l'Empire des terres, le continent eurasiatique, et l'Empire des mers. Il faut bien savoir qu'au début du XXe siècle, vous avez l'Empire britannique, grosso modo un tiers des terres émergées étaient l'Empire britannique, plus les États-Unis. Et vous avez à cette époque, début XXe siècle, une grande menace pour les intérêts anglo-saxons, le monde germanique. Et les stratèges anglo-saxons, et ça n'a pas changé depuis, disent qu'il faut en aucun cas qu'une puissance allemande ou russe puisse unir tout le bloc eurasiatique en une seule autorité. Car s'il y a un bloc eurasiatique unifié, il aura les éléments démographiques, économiques, les richesses agricoles qui feront que le monde anglo-saxon sera éjecté. Et donc toute la politique anglo-saxonne, c'est d'empêcher qu'un pays, l'Allemagne du Deuxième Reich et ensuite l'Allemagne d'Hitler en 1939-1940, puisse unifier l'Europe. Parallèlement à ça, vous avez la même politique, mais à l'égard du monde russe. Empêcher que le monde russe puisse déborder. Et là, c'est très, très révélateur. Mackinder avait élaboré des cartes, et on voit en particulier que ces cartes montraient que les limites que les Russes ne pouvaient pas dépasser, c'était à peu près la moitié de l'Europe, c'est-à-dire au niveau de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, l'Autriche. Donc on voit que déjà les anglo-saxons avaient pigé qu'il fallait contenir cette masse russe. Donc, en aucun cas, une puissance allemande ou russe doit unifier l'Europe aux dépens du monde anglo-saxon. En revanche, cette Europe unifiée peut se faire sous l'autorité anglo-américaine. Et d'ailleurs, c'est ce que disait avec justesse, enfin, pour lui, un des grands membres du mondialisme, qui s'appelait Richard de Coudenhove-Kalergi, qui en 1950, quand il a reçu le prix Charlemagne, disait que cette Europe unifiée se ferait parce que ça se fait en accord avec les Anglo-Américains. Et d'ailleurs, il évoquait une Europe unie, de la Finlande au Portugal, de l'Islande à la Turquie, une Union Atlantique, l'Angleterre faisant le pont entre l'Europe et l'Amérique. Mais vraiment bien comprendre que cette unité européenne, elle est faisable pour les Allemands si le patron, le super patron, reste anglo-américain. En gros, les généraux sont anglo-américains, le sergent-chef est allemand. Bon. Vous avez parallèlement à ça, dans la mystique géopolitique allemande, deux grands, je vais dire princes. Le premier, c'est Friedrich Ratzel et l'autre, Haushofer. Et Ratzel, il est mort en 1904, il est très moderne. C'est lui qui a lancé l'idée des États-continents, et en particulier de la mise en place de ce qu'il a appelé l'espace vital. L'espace vital qu'on va retrouver quelques dizaines d'années avec tonton Adolphe. Et en fait, c'était le bouquin de Ratzel, sorti en 1901, où c'était le titre, Lebensraum, espace vital. En gros, un peuple, et lui, dans son cas, c'était le peuple allemand, doit avoir l'autorité sur l'Europe, pardon, pour avoir cet espace vital. Mais celui qui a véritablement peaufiné cette histoire de géopolitique, c'est son élève, c'était Karl Haushofer. Karl Haushofer qui a servi Hitler, et d'ailleurs il était très illogique puisqu'il a servi Hitler, mais il était marié à une juive. Bon, l'illogisme de certains. Et d'ailleurs sa femme a été protégée par Göring. Mais enfin bon, ça n'a pas marché parce qu'en 1946, ils se sont tous les deux suicidés. Karl Haushofer avait donc travaillé au service d'Hitler, et c'est lui qui a lancé le principe, alors en allemand c'est Grosse Raumwirtschaft, littéralement économie des grands espaces. Et c'est lui qui va lancer cette idée auprès d'Hitler de créer un espace économique unifié européen qui, durant la Seconde Guerre mondiale, va s'appeler la CEE, Communauté économique européenne. Le même truc qu'on va retrouver en 1957 avec le traité de Rome. Bon. Donc c'est très ironique, les nazis ont déjà préparé le chemin. Donc, bien comprendre que cette unité de l'Europe, elle se fait actuellement sur le coude de l'Allemagne. En fait, tous les textes européens, j'ai eu l'occasion de le dire lors de différentes conférences et des vidéos sur Internet, que l'Allemagne est à l'origine de tous les textes européens. Je vous cite de mémoire, la Charte des langues régionales, pour la promotion des langues régionales, c'est la résolution 192, le rapporteur est allemand, il s'appelle Herbert Kohn. La régionalisation, c'est un Allemand qui s'appelle Peter Rabe, Rabe c'est le corbeau, le mot des signes. La coopération transfrontalière, là c'est carrément un institut européen qui s'en charge, qui s'appelle l'ARF.
l'ARF qui s'intitule donc Association des régions frontalières européennes, dont un des présidents s'appelait Wolfgang Schäuble, l'actuel ministre des Finances d'Angela Merkel. Et élément révélateur et très intéressant, l'objectif de cet institut, c'est la coopération transfrontalière. La chose tout à fait utile pour lutter contre la pollution ou pour des arrangements économiques entre régions limitrophes, entre pays. En fait, le but, c'est de transformer les frontières nationales en frontières administratives. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez, depuis l'année dernière, pour la première fois, cet institut LARF dirigé par un Belge. Et pas n'importe quel Belge, c'est le Belge de la minorité germanique d'Eupen et de Saint-Vith, Karl-Heinz Lamberts. Et ce même Belge, Karl-Heinz Lamberts, a reçu la Grande Croix du Mérite de la République fédérale d'Allemagne de la part de l'ambassadeur allemand à Bruxelles. Et en fait, si les Allemands ont favorisé l'élection de cet homme-là à la tête de l'ARF, c'est pour préparer l'éclatement de la Belgique qui est en cours à la fin de l'année, l'année prochaine, dans 2 ans, mais pas dans 20 ans. Donc on voit qu'il y a vraiment une mainmise d'un remodelage, d'un remaniement de la carte européenne et évidemment la gouvernance économique européenne qui se met en place et le couronnement de tous les textes, de tous les piliers de la construction européenne. Alors, je vous disais que les États-Unis, les Anglo-Américains, pour faire court, ont toujours été pour l'unité de l'Europe à condition que cela se fasse sous leur direction. Et après, ils délèguent, et là, ils délèguent un sous-chef, et le sous-chef, c'est Berlin. Il faut savoir qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dès 1949, les Anglo-Américains ont mis en place un institut, un organisme appelé le Comité américain pour une Europe unie. Créé en 1949, il a été créé par 3 personnes. Donovan, qui était le premier patron des services secrets américains, l'OSS, qui allait devenir quelques années plus tard la CIA. Le deuxième, par un certain, car j'ai oublié son nom, le deuxième, Smith, un nom bien anglo-saxon, Smith, qui allait devenir, à partir des années 50, le patron de la CIA, et le troisième, Alan Dulles, qui était à la fois donc, le fondateur du Comité américain pour une Europe unie et aussi patron de la CIA. Ce sont ces 3 personnages-là qui ont créé cet institut pour financer tous les partis pro-européens dans les années 45, enfin à partir des années 48, 49, 50 et bien après. Et ça a été révélé par un universitaire américain qui s'appelle Joshua Paul. Et l'article, vous pouvez le retrouver sur Internet, c'est alors je ne sais plus si c'est le Herald Tribune ou le New York Times. Vous tapez Joshua Paul, 19 septembre 2000, et vous aurez l'intégralité du texte de l'article qui évoque les découvertes de ce Joshua Paul. Et entre autres, c'est lui qui a révélé que ce fameux Donovan, qui était donc le premier patron des services secrets américains, a écrit le 26 juillet 1950 un mémorandum pour lancer la création du Parlement européen. Donc bien comprendre que la figure de lance, c'est le monde anglo-américain. Les Allemands ne sont que la courroie de transmission. Utile, méthodique, parce que les Allemands ont quand même des grandes qualités. Il faut savoir que le premier patron des services secrets allemands, du BND, le Bundesnachrichtendienst, c'est un ancien SS, Gehlen. Bon, pourquoi il a été choisi par les Américains? Parce que quand on a été SS, on a quand même commis quelques petits dérapages. Et on tient plus facilement une personne qui a commis quelques dérapages qu'une personne pure immaculée. Voilà, vous savez, quand on est droit et intègre, on est libre. Quand on a des caisses sur les fesses, bon, je vole pour tout. Bon. Il faut savoir que les services secrets allemands, je fais une petite incise, les services secrets allemands jouent un grand rôle dans la préparation de ces nouvelles guerres mondiales qui passe d'abord par une reconfiguration de l'Union européenne. À titre d'exemple, vous avez la Biélorussie, Loukachenko, qui est un homme un peu rude, sûrement, mais on ne peut pas vraiment l'accuser quand on voit les gens en face. Bon. Loukachenko, dans les années 2001-2002, critiquait un organisme européen qui s'appelle l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement en Europe. Je crois que c'est ça. À la fin, on s'y perd avec les acronymes. Et cet institut, l'OCDE, est dirigé par un Allemand. Et cet institut qui prône la démocratie, les droits de l'homme, vous savez, c'est toujours des trucs bien. Bon. Et ce Loukachenko critiquait cet institut en disant qu'en fait c'était un truc d'espionnage.
Évidemment, dans la presse française, anglaise et allemande, c'était du n'importe quoi, c'est bien les propos d'un dictateur, enfin bref, c'était vraiment... bon, désolé, dans cette affaire, c'était Loukachenko qui avait raison. Et c'est là où on voit que les journalistes, soit ne sont pas curieux, soit ils avaient reçu des ordres pour ne pas aller plus loin, parce que l'Allemand qui dirigeait cet institut en Biélorussie s'appelle Hans-Jörg Wick. Et le Hans-Jörg Wick a été tout simplement le patron des services secrets allemands dans les années 80. Il vous suffit d'aller sur le site internet du BND, des services secrets allemands, et vous aurez toute la biographie. Donc on voit que l'Allemagne joue un rôle important, comme par exemple la libération vous savez, de ce franco-israélien, soldat franco-israélien, Shalit. En fait, celui qui a joué un grand rôle dans la libération de cet homme, c'est un membre du service secret allemand qui s'appelle... alors je ne sais plus dans quel ordre, si c'est Konrad Gerhard ou Gerhard Konrad. Donc on voit l'Allemagne est très plongée dans tout ce qui est construction européenne, relations avec Israël et les pays musulmans. Pourquoi? Pour les pays musulmans et Israël, ils ont eu, l'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale, elle s'est manifestée quand même, a manifesté quand même une attitude peu reluisante. Et bon, il faut penser au sketch de Pierre Desproges sur les Juifs, qui était excellent d'ailleurs. Hein, bon. Et donc les Allemands, face aux Juifs, ils baissent leur froc, hein, parce que sinon ils sont appelés antisémites. Et face aux musulmans, ils sont très bien vus parce que, à la différence de l'Angleterre et de la France, l'Allemagne n'a aucun passé colonial dans cette région. Et donc elle est acceptée beaucoup plus facilement. Et il faut bien comprendre que l'action de l'Allemagne dans ces pays-là, ça pèse lourd. Et j'essaierai d'en parler un peu avec l'affaire Bertelsmann. Deux guerres mondiales, deux échecs. L'Allemagne n'a pas réussi à imposer ses vues parce qu'elle avait l'outrecuidance d'écarter les Anglais et les Américains du contrôle de l'Europe. Bon, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne là est mise au pas par les Anglo-Américains, car il ne faut pas se leurrer. L'Allemagne est largement tenue par les Anglo-Saxons, même si parfois elle manifeste des velléités d'indépendance. Velléités d'indépendance qui ne sont pas toujours répercutées par la presse française. Un exemple, vous avez eu dans l'affaire Paris-Berlin-Moscou une volonté officiellement de Schröder de lutter contre le méchant Bush. Bon. Et en fait, quand on gratte un peu tout ça, on se rend compte que les choses ne sont pas aussi limpides, puisque il s'est passé un événement qui n'a pas été répercuté une seule fois dans la presse française. Le 27 février 2004, Schröder est allé voir Bush et il a signé à la Maison-Blanche un document intitulé « Alliance germano-américaine pour le XXIe siècle ». Coup de poignard dans le dos pour la diplomatie française. Pas un mot dans la presse française. J'ai gardé le Herald Tribune à titre de souvenir d'archives personnelles, où ça faisait la une. Donc l'Allemagne, il faut se méfier de la politique allemande, de la duplicité. Et ça, c'est une caractéristique de la politique allemande, d'avoir de fer au feu. De Gaulle s'est fait avoir comme ça. Le fameux traité de l'Élysée de janvier 63, où De Gaulle voulait instaurer un couple franco-allemand solide, faisant, j'allais dire, la nique aux Américains. Eh bien, 3 mois plus tard, avril 63, le Bundestag, avant de ratifier ce document, a rajouté un petit préambule spécifiant que l'allié principal de l'Allemagne restait les États-Unis. Donc, ce traité de l'Élysée du 22 janvier 63 est passé à la trappe. Donc, bien comprendre que l'Allemagne a toujours de fer au feu. Cette politique allemande du contrôle de l'Europe passe par la destruction des États, la promotion des régions, l'émancipation des groupes ethniques, et en particulier, il y a des choses cocasses. Il y a un an de ça, j'ai eu un malin plaisir à dire ça devant les représentants du FN. J'étais invité à une conférence devant les représentants du FN, mais bon, ça aurait été le Parti communiste, j'y allais quand même, les juifs pareil, les musulmans là, bon. Puis j'ai fait ça gratuitement. Non, là, ils m'ont payé. Mais enfin, donc je leur ai dit un truc qui ça n'a pas plu à certains, parce que le FN, vous avez tout. Et vous avez entre autres des identitaires vraiment régionalistes à mort. Bon. Et je leur ai dit que, vous savez, la Belgique éclate, enfin en cours d'éclatement, et la Belgique, entre autres, vous avez le premier parti régionaliste indépendantiste flamand dirigé par Bart de Wever, la NVA, qui est sur l'échiquier politique situé entre la droite et l'extrême droite. Donc un peu Le Pen sur les bords, pas trop quand même, un peu Philippe de Villiers, enfin dans ces eaux-là. Enfin bref, un peu droite. Hein. Bon. Et j'ai dit que, en fait, comment il s'appelle, Bart de Wever, qui est un homme hors norme, hein, il est très intelligent et très plaisant, il a des qualités certaines, Bart de Wever travaillait main dans la main avec Cohn-Bendit.
Et vous auriez vu la tête des représentants du FN contre eux, leurs copains Barthes, quoi, c'est pas vrai. C'est vraiment le bon. Il y a des moments jouissifs parfois. Et évidemment, il faut apporter la preuve. Bon. Et la preuve, je vais vous la redonner, enfin la citer à nouveau. Quand on parle du Parlement européen, quand on parle des Verts, en fait, c'est toujours tronqué. On devrait dire, le vrai titre, c'est les Verts ALE. En fait, ce sont deux partis en un. Les Verts, avec cette fripouille de Cohn-Bendit, associés à un autre parti, ALE, Alliance Libre Européenne, qui regroupe une trentaine de partis régionalistes indépendants, écossais, catalans, basques. Par exemple, vous avez le parti régionaliste écossais, le SNP, le Scottish National Party, qui a la majorité absolue au Parlement d'Écosse depuis mai 2011. Bon. Une trentaine de partis régionalistes indépendants, donc dirigés par un homme au sein de l'ALE qui s'appelle Éric Defort. Donc Éric Defort, patron de l'ALE, travaille main dans la main avec Cohn-Bendit. Éric Defort est un des cofondateurs de la NVA, de Bart de Wever. Donc en fait, c'est très intéressant de voir que ces mouvements mondialistes gauchistes à la Cohn-Bendit vont dormir avec des gens, enfin vont frayer, si je puis dire, avec des gens qui officiellement défendent des idées de droite, voire même d'extrême droite. C'est très, très curieux de voir ces alliances apparemment impures. Bon, mais c'est agréable à dire devant des représentants du FN. Parce que s'ils ne s'y attendaient pas à ce truc-là, bon, et puis ils ont vérifié, ils n'ont pas réinvité. Bon. Pour comprendre la construction européenne, et pour comprendre le rôle de l'Allemagne, je vous ai cité au début Bainville, l'observation des faits, le principe de causalité, et je vous ai dit aussi qu'il fallait avoir la connaissance du passé, l'expérience politique, parce qu'en histoire, tout a été inventé. Et donc, quand on voit ce que fait actuellement l'Allemagne, les autorités allemandes, en lisant le monde anglo-saxon, sur l'Europe, on se rend compte qu'il y a une similitude avec le XIXe siècle, qui a été la montée en puissance de la Prusse, qui allait fonder l'unité allemande en 1870, en 71 plus précisément, avec Bismarck. Et comment l'unité allemande s'est faite au XIXe siècle? Elle s'est faite par l'intermédiaire d'un mouvement qui s'appelait le Zollverein, littéralement l'union douanière. Alors, avant de parler du Zollverein, un petit retour en arrière. 1789, vous avez le Saint-Empire romain germanique, 350 royaumes, duchés, principautés, un vrai bordel. Bon. Napoléon arrive, il réveille le sentiment national des Allemands, et en 1815, ce Saint-Empire, qui entre-temps est mort, en 1806, se transforme en confédération germanique et qui passe de 350 États, royaumes, duchés, principautés à 39. Donc déjà, on s'entend plus facilement à 39 qu'à 350. Et parmi ces 350 royaumes, duchés, principautés, vous avez un qui émerge, la Prusse. La Prusse qui est plus forte d'un point de vue démographique, d'un point de vue économique. Et la Prusse va utiliser son poids économique, son influence en tout genre, pour peu à peu imposer ses vues aux autres États royaumes-duchés allemands, de Bavière, de Saxe, voire même des petites principautés qui faisaient 10 km², pour en fait étendre son influence. Et ce fameux Zollverein, 1er janvier 1834, qui démarre donc à cette date, va être je veux dire, le point d'appui de la Prusse pour peu à peu imposer une uniformisation du droit, de la finance, de l'administration et de la primauté du modèle prussien sur les autres États bavarois, saxons, etc. Et ça va être vraiment l'élément qui va peu à peu remodeler le corps germanique et permettre ensuite l'unité allemande. Eh bien, en 1871, eh bien, c'est un peu le même procédé qui a cours actuellement. L'Allemagne impose ses lois, ses règles, sous couvert du mot Europe, mais en fait, elle impose son modèle. Un exemple tout bête, je vous parlais de la régionalisation, qui a été lancée par l'Allemagne. Enfin, la régionalisation a été lancée déjà dans les années 60-70, mais vraiment le démarrage, c'est 1996 avec Gerhard Schröder. Alors, c'est un document européen, recommandation 34-1997 du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux d'Europe. C'est européen, mais toujours gratté, voir l'origine du document, c'est allemand. Et en fait, c'est un décalque. C'est-à-dire que le modèle allemand d'organisation de l'Europe doit se faire en fonction de l'Europe des régions. Et ces régions acquièrent une autonomie de plus en plus grande
dans le domaine politique, administratif, éducatif, financier, et traite de moins en moins avec l'autorité nationale, mais de plus en plus avec l'autorité supranationale de Bruxelles. Donc les États sont court-circuités, c'est une manière d'éclater les États. Et il y en a un qui a parfaitement compris le processus en cours, c'est, vous le citez, Bart de Wever, le patron de la NVA, qui a résumé la situation en disant « la Belgique finira par s'évaporer entre l'Europe et les régions ». Car vous avez de plus en plus de pouvoir à l'Union européenne, de plus en plus de pouvoir aux régions, et entre les deux, les États qui sont vidés de leurs fonctions régaliennes, et à la fin qui vont disparaître. Alors, évidemment, ces États, des États qui sont déjà minés par des rivalités ethniques, comme c'est le cas de la Belgique avec ses Flamands, ou l'Espagne avec la Catalogne, et évidemment, ces pays-là sont touchés en priorité. Donc on voit qu'il y a un changement radical et qui se poursuit par la mise en place d'une gouvernance économique européenne, d'un projet politique qui déjà a vu le jour avec le traité de Lisbonne, et il faut savoir qu'en 2005, les Français et les Hollandais ont dit non au traité Giscard, et que ça a été remis sur les rails le 1er juillet 2005 à Berlin par les autorités de Bertelsmann. Pour ceux qui veulent voir, c'est là-dedans. Hein. C'est en 1er juillet 2005 qu'ils ont décidé que si les Français et les Hollandais avaient dit non, c'était certes dommage, mais il n'empêche, il fallait remettre ça il fallait remettre le couvert en gros. Bon, on a envie de dire à ces gens-là, écoutez, Vox Populi, Vox Dei, le peuple a dit non, ben, c'est la démocratie. Mais oui, mais le problème, c'est qu'on n'est pas en démocratie, on est dans une oligarchie qui cherche à imposer ses vues. Et ces vues, ben, c'est comment? En particulier avec le fameux Fonds européen de stabilité financière, qui est passé de 440 milliards à 1000 milliards d'euros, et qui doit, à partir de 2013, s'appeler le MES, Mécanisme européen de stabilité. Eh bien, si en 2013, la chose se fait jusqu'au bout, c'est terminé. Ils sont les maîtres, alors quand je dis les maîtres, je parle des élites germaniques en liaison avec les élites anglo-américaines et israéliennes. Car je vais parler d'Israël, qui joue un grand rôle dans cette construction européenne, et il y a eu un événement qui s'est produit qui va appuyer mes dires. En effet, le MES, Mécanisme européen de stabilité, s'il voit le jour, c'est carrément la victoire de l'oligarchie. Vous avez tout le document en anglais, uniquement en anglais sur Internet, sur le site de la Commission européenne. Regardez uniquement les articles 8, 9, 10, 27 et 30. En gros, ce traité dit ceci: pour ce mécanisme européen de stabilité, qui doit voir le jour en 2013, l'Union européenne, qui est là officiellement pour renflouer les États, l'Union européenne dispose de 700 milliards d'euros. Si le mécanisme européen de stabilité souhaite obtenir plus d'argent, il claque dans ses doigts et les gouvernements nationaux doivent obtempérer en moins de 7 jours. Et articles 27 et 30, l'Institut MES et les dirigeants de cet institut disposent d'une complète immunité juridique dans tous les domaines. On ne peut en aucun cas les poursuivre en justice. Les gouvernements ne peuvent pas les poursuivre en justice, les tribunaux ne peuvent pas, un simple particulier ne peut pas. Ça veut dire qu'en fait, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. En fait, c'est eux les maîtres. Et dans cette affaire, ça veut dire aussi qu'on va assister à la naissance, ou pas la naissance, au renforcement d'une mafia, parce que ces gens-là, à la tête du mécanisme européen de stabilité, se sachant inattaquables dans tous les domaines, vont pouvoir frauder au maximum d'une manière qui va les poursuivre. Donc en fait, on aura vraiment la victoire de l'oligarchie. Il faut espérer que d'ici notre époque, qui est 2013, les choses se cassent la gueule. Cette construction européenne, voulue par l'Allemagne sous autorité anglo-américaine, se fait dans le but de mettre en place, en théorie pour 2015, un bloc euro-atlantique. Tous les textes sont sur le site de la Commission européenne. Mais ça va encore plus loin, puisque l'objectif, c'est en fait de créer un pôle proche-oriental, euro-américain. Et les projets ont déjà commencé en 1995 avec ce qu'on appelait le processus de Barcelone, qui avait pour objectif, apparemment bon, de rechercher et resserrer des liens avec les pays sud-méditerranéens d'un point de vue politique, économique, culturel, parfois, pourquoi pas, on ne vit pas isolé. Mais c'est là où le bas blesse. Le projet a été renforcé par la Commission européenne en 2003-2004, car dans ces documents, il est bien spécifié que la politique à l'égard de tous les pays sud-méditerranéens
a pour objectif d'intégrer tous ces pays à l'Union européenne et à l'axe euro-atlantique. Je dis bien intégrer. Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Israël, Liban, Syrie. D'un point de vue politique et économique, c'est écrit texto dans les textes de la Commission européenne, de la PEV, politique européenne de voisinage. Et ces événements qu'on voit actuellement en Afrique du Nord, en Tunisie, puis bon, Syrie, Égypte, etc., c'est une volonté de modifier en profondeur ces États pour créer deux situations. Les documents comme la PEV, politique européenne de voisinage, pour faire court, ces documents disent que ces États sud-méditerranéens doivent, pour faire court, adopter tous les critères euromondialistes. L'économie de marché, les droits de l'homme, égalité homme-femme, etc., etc. Bien. Le problème, c'est que les sociétés musulmanes ne raisonnent pas en fonction des droits de l'homme. C'est un autre monde, c'est une autre civilisation. On aime, on n'aime pas, mais c'est comme ça. Dans le cas du Maroc, vous avez le roi du Maroc qui a procédé à des réformes, changement de constitution, pour adopter une nouvelle constitution qui ressemble énormément, pas à 100%, mais énormément, à l'idéal euromondialiste des droits de l'homme. Pour le moment, on dirait que la bouture prend. En revanche, ça tourne au vinaigre en Tunisie, en Libye, ça bouillonne en Syrie, quoique ça bouillonne, il faut dire aussi qu'on aide à faire bouillonner ça, puisque Israël et les pays anglo-saxons en particulier ne sont pas neutres dans les manifestations qui secouent ces pays, loin de là. Je rappelle toujours, je ne sais plus son nom, l'Égyptien qui a, oui, Wael Ghonim, qui a joué un grand rôle en Égypte pour ça ne fait pas très élevé, c'est comme nom d'ailleurs. Wael Ghonim, qui a joué un grand rôle dans la révolte en Égypte pour soutenir la jeunesse, pour la démocratie, voilà, vous savez toujours les trucs d'art à la crème. Ce Wael Ghonim, quand on regarde son CV, on se rend compte que il est manager de Google pour tout le Proche-Orient. Bon, CIA, Mossad, tout de suite. Vous savez, des trucs comme ça, bon. Donc Wael Ghonim, voilà. Originaire du Jourdain, je pense. Alors, donc, l'objectif, c'est de modifier ces états. Et donc, vous avez, et c'est ça la perversité du système, vous avez ces pays musulmans, comme la Tunisie, la Libye, qui ne prennent pas vraiment le chemin des droits de l'homme, la polygamie qui semble être remise à l'honneur dans certains pays, enfin bref, un changement. Et ça, c'est terrible parce que, voyez-vous, c'est toute la perversité du système. Voyez-vous, de deux choses l'une. Et ça, il faut lire Huxley ou Orwell, qui ont parfaitement résumé la méthode anglo-saxonne, qui est perverse, à l'anglaise. Bon, d'ailleurs, ce sont des pays qui bouffent mal, c'est pas étonnant. Quand on veut régler un problème, soit on arrive à imposer directement sa méthode. Bon. C'est la méthode, février 1945, on rase Dresde. On rase la ville, il n'y a plus de problème. Et quand on n'arrive pas à régler un problème, il faut créer la méthode qui va pervertir la situation et qui justifie d'entretenir un état de tension qui permet de mettre en place des mesures coercitives qu'on ne pourrait pas mettre si le méchant pays, Libye ou Égypte ou Tunisie, peu importe, n'avait pas adopté les mauvaises, enfin n'avait pas choisi les bonnes méthodes. Le fait d'établir une situation qui ne rentre pas dans le cadre mondialiste permet d'entretenir une guerre basse tension qui rend service aux grandes multinationales, aux complexes militaro-industriels ou, comme dit Peter Dale Scott, l'État profond. L'État profond, c'est-à-dire que vous avez l'État légal, avec officiellement élu, par exemple Obama, mais en fait l'État profond, c'est l'État dans l'État qui en fait dirige vraiment le pays et qui regroupe les grands puissants, les grandes puissances, enfin les hommes et les femmes puissants d'un point de vue économique, d'un point de vue financier, d'un point de vue militaire et qui imposent leur vue. Et donc c'est ça qui est terrible, c'est que ces pays qui grouillent, qui sont secoués par des différents courants, justifient un état de tension permanente. Mais voyez-vous, et ça je crois que c'est... Je l'ai fait une fois lors d'une conférence, mais là je tiens à le faire parce que ce qui se passe dans les pays sud-méditerranéens, ce n'est pas l'effet de hasard. Quand on met
des pays musulmans, en contact avec un autre monde. La vision euromondialiste, on provoque inévitablement des chocs. L'eau, le feu, ça provoque des réactions. Et ces choses-là sont voulues. Je vais vous lire les extraits d'un document, d'un article écrit par un ancien fonctionnaire du ministère israélien des Affaires étrangères de 1982. Je dis bien 1982, donc il y a 29 ans. Cet homme-là avait rédigé son article en hébreu et il est précisé que cet article a été traduit en version anglaise puis ensuite en version française par l'ancien président de la Ligue israélienne des droits de l'homme qui s'appelait le professeur Israël Shaak. Donc un vrai de vrai. Je ne vais pas tout vous lire, mais écoutez ces deux passages. Donc nous sommes en 1982, l'auteur en question s'appelle Oded Yinon. Nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle de l'histoire de l'humanité, une ère qualitativement différente des précédentes, de caractère totalement nouveau. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre les mutations qui caractérisent cette période historique. Et c'est pourquoi aussi il faut définir une conception du monde et une stratégie concrète en fonction des conditions nouvelles. L'existence, la prospérité, la stabilité de l'État juif dépendront de sa capacité de donner un cadre nouveau à ses affaires intérieures et extérieures. Le monde arabe islamique n'est pas, on le voit, l'élément majeur dans nos problèmes stratégiques des années 1980, bien qu'il constitue la première menace immédiate contre Israël en raison de sa puissance militaire croissante. Ce monde islamique, avec ses minorités ethniques, ses divisions, ses crises internes qui le rongent, voire le Liban, l'Iran et maintenant la Syrie, est incapable de résoudre ces problèmes fondamentaux et par conséquent ne peut être une véritable menace pour Israël à long terme. Il est cependant à court terme en raison de sa puissance militaire. À long terme, le Moyen-Orient ne pourra pas survivre dans ses structures actuelles, sans passer par des transformations révolutionnaires. Après, dans son texte, Oded Yinon fait une photo de la composante ethnique du Proche-Orient, entre les sunnites, les chiites, les coptes, la répartition, enfin bref, c'est une photo. Et après avoir fait la photo, il dit ceci, nous sommes en 1982, on croit voir notre époque, écoutez ceci. L'Égypte, dans sa configuration intérieure actuelle, est déjà moribonde. Et plus encore si nous prenons en compte la rupture entre chrétiens et musulmans. Je vous rappelle que les coptes égyptiens et les musulmans se sont tapés dessus. La rupture entre chrétiens et musulmans qui va croissant. Démanteler l'Égypte, amener sa décomposition en unités géographiques séparées, tel est l'objectif politique d'Israël sur son front occidental. L'Égypte est effectivement déchirée. L'autorité n'y est pas une mais multiple. Si l'Égypte se désagrège, des pays tels que la Libye, le Soudan, je vous rappelle que le Soudan Sud est séparé depuis l'été dernier, la Libye, le Soudan et même les États plus éloignés ne pourront pas survivre sous leur forme actuelle et accompagneront l'Égypte dans sa chute et sa dissolution. On aura alors un État chrétien copte en Haute-Égypte et un certain nombre d'États faibles au pouvoir très circonscrit au lieu du gouvernement centralisé actuel. C'est le développement historique logique et inévitable à long terme. Le front ouest, qui, à première vue, semble poser plus de problèmes, est en fait plus simple que le front est, théâtre récent des événements les plus retentissants. La décomposition du Liban en 5 provinces préfigure le sort qui attend le monde arabe tout entier, y compris l'Égypte, la Syrie, l'Irak et toute la péninsule arabe. Au Liban, c'est déjà un fait accompli. La désintégration de la Syrie et de l'Irak en provinces ethniquement ou religieusement homogènes, comme au Liban, est l'objectif prioritaire d'Israël à long terme sur son front est. À court terme, l'objectif est la dissolution militaire de ces États. La Syrie va se diviser en plusieurs États suivant les communautés ethniques, de telle sorte que la côte deviendra un État alaouite chiite, la région d'Alep un État sunnite, à Damas un autre État sunnite hostile à son voisin du nord, les Druzes constitueront leur propre État qui s'étendra sur notre Golan peut-être, et en tout cas dans le, je prononce mal, Aouaran et en Jordanie du Nord. Cet État garantira la paix et la sécurité dans la région à long terme. C'est un objectif qui est dès à présent à notre portée. Écoutez ce qu'il dit en 1982. L'Irak, pays à la fois riche en pétrole et en proie à de graves dissensions internes, est un terrain de choix pour l'action d'Israël.
Le démantèlement de ce pays nous importe plus encore que celui de la Syrie. L'Irak est plus fort que la Syrie. À court terme, le pouvoir irakien est celui qui menace le plus la sécurité d'Israël. Une guerre entre l'Irak et la Syrie, ou encore entre l'Irak et l'Iran, désintégrera l'État irakien avant même qu'il ne puisse se préparer à une lutte contre nous. Tout conflit à l'intérieur du monde arabe nous est bénéfique à court terme et précipite le moment où l'Irak se divisera en fonction de ses communautés religieuses comme la Syrie et le Liban. En Irak, une distribution en provinces selon les ethnies et les religions peut se faire de la même manière qu'en Syrie du temps de la domination ottomane. 3 États, ou davantage, se constitueront autour des 3 principales villes, Bassora, Bagdad et Mossoul. Les régions chiites du sud se sépareront des sunnites et des Kurdes du nord. 1982. 1982, je rappelle, Oded Yinon, ancien fonctionnaire du ministère israélien des Affaires étrangères, le document est sur Internet. Pour vous dire que ce qui se passe actuellement en Afrique du Nord et au Proche-Orient, ce n'est évidemment pas l'effet du hasard. Évidemment, ces pays-là étaient victimes de ce qu'on appelle le népotisme, que ce soit Ben Ali, Moubarak, etc. Ils avaient des comptes en banque qui étaient des comptes en banque de multinationales. Bon, en gros, ils piquaient dans les caisses de l'État. Une pauvreté réelle. Mais quand vous avez une volonté d'éclater ces pays, ça montre bien qu'il y a un projet à long terme. Et ce que je vous ai lu donc de Oded Yinon de 1982 montre que c'est un travail qui a déjà été élaboré et pensé en particulier par un très vieil islamologue britannique, juif britannique naturalisé américain qui s'appelle Bernard Lewis et qui travaille, qui est le conseiller de Brzezinski et qui est le conseiller de Obama. Il faut savoir qu'en 1979, déjà Bernard Lewis et son copain Brzezinski avaient élaboré ce qu'ils appelaient l'arc de crise, qui parlait donc de l'Afrique du Nord jusqu'au Proche-Orient et qui avait pour but de parcelliser tous ces États. Donc on voit que les événements actuels, ils ne sont pas innocents. Certes, sur le terrain, déjà, il y a possibilité de flanquer la pagaille, puisque ce sont déjà des pays qui sont minés par la corruption, minés, écoutez, c'est pas normal que des pays comme l'Algérie, qui a du pétrole, du gaz, qui a de l'eau, soient aussi pauvres. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce sont des pays qui... des pays comme la Tunisie, je comprends, il n'y a pas vraiment de grande richesse. Mais c'est pas normal que ces pays-là présentent tant de faiblesses. Mais il n'empêche qu'en face, on met de l'huile sur le feu, et évidemment, ça nous crée un feu de brousse qui n'est pas prêt de s'éteindre. Israël joue un rôle particulier, puisque j'ai eu l'occasion de le dire, que les travaux de la Fondation Bertelsmann, en liaison avec l'Union européenne, l'Union européenne et les think tanks anglo-américains, c'est de mettre en place ce qu'ils appellent les 3 piliers du judaïsme. C'est ce qu'on appelle, enfin dans la Fondation Bertelsmann, le dialogue germano-juif, Deutsch-jüdischer Dialogue, pilier nord-américain juif, Europe, une communauté juive qui représente le 2e pilier, et Israël constitue le 3e. Et ces 3 piliers doivent constituer une architecture politico-économique militaire intégrant le monde musulman qui lui-même doit s'intégrer donc à l'idéal euromondialiste qui est à lui taper dessus. Bon. Récemment, dans la foulée de ces ambitions, vous avez eu la création, enfin c'est en cours de création, et en tout cas ça va être terminé pour la fin de l'année 2011, la création d'un Parlement juif européen. Je ne sais pas, vous êtes au courant. Un Parlement juif européen qui est en cours de création, qui doit avoir son siège à Bruxelles, composé de 120 membres. Et on a envie de dire, bah, attendez, je ne comprends pas un Parlement juif européen, mais dans ce cas-là, pourquoi pas un Parlement musulman européen ou un Parlement catholique européen? Enfin, catholique, il y a aucune chance. Mais un Parlement protestant, là, ça marche plus. Voilà. Et ben non. On voit qu'il y a vraiment une volonté qui est absolument anormale. C'est comment dire, vraiment une influence qui dépasse la coopération et c'est... Bon, bref. Je vais terminer par ces quelques petits éléments. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a des problèmes de rivalité entre l'Occident et l'Orient, entre ce qu'on appelle les chrétiens, qui ne sont plus chrétiens pour la plupart d'ailleurs, mais enfin pour faire court, et le monde musulman. Toute la volonté du sionisme, c'est d'aboutir à un choc entre ces deux mondes. Il ne faut pas tomber dans ce jeu. Et vous avez malheureusement des partis politiques, et ce qu'on appelle les partis populistes, et ce n'est pas un terme méprisant de ma part,
car défendre le peuple est une chose tout à fait honorable, mais les partis populistes, en France, le FN, pareil aux Pays-Bas, en Suède, etc., qui tapent beaucoup sur les musulmans et jamais sur Israël. Alors, quand il y a à taper sur les musulmans, à dire qu'il y a tel aspect négatif, il faut le dire, mais quand il y a un aspect négatif aussi contre Israël, il faut le dire aussi. Le problème, c'est que ces partis-là ne disent jamais de remarques négatives sur Israël. Il faut être franc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et il faut reconnaître que Marine Le Pen a, j'allais dire, révélé et affiché, puisque dans un entretien accordé au journal Haaretz, le 7 janvier 2011, et on peut le retrouver sur le site du Front National, l'ENP, Nation Presse Info, elle a dit, elle s'est pas gênée pour dire que le Front National avait toujours été pro-sioniste. Ce qui est absolument inadmissible quand on se prétend défenseur de la cause nationale, puisque d'abord, on n'a pas à être, quand on défend la cause française, on n'a pas à être pro-sioniste ou anti-sioniste, on a d'abord à défendre les intérêts français. Si les intérêts français, c'est d'être du côté d'Israël, on l'est, mais si les intérêts français, c'est d'être contre Israël, on l'est aussi. C'est-à-dire qu'on détermine sa politique, non pas en fonction des intérêts de Tel Aviv, mais d'abord des intérêts de son propre pays. Donc elle n'a pas dû dire ça. Et puis surtout, pour une personne qui se dit lutter contre le mondialisme, le sionisme est l'enfant du mondialisme. Le sionisme a été lancé, bon, il y a toujours, je pense à Bernard Lazare, mais il y a surtout la fameuse déclaration de Balfour de 1916, Arthur Balfour, qui reconnaît un foyer juif en Palestine avec l'accord du gouvernement britannique, qui avait donc aidé à la création d'Israël au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Or, il faut bien savoir que le véritable rédacteur de la déclaration de Balfour, c'est pas Balfour. C'est un des plus grands piliers du mondialisme anglo-saxon qui s'appelait Alfred Milner, qui était le bras droit du Premier ministre anglais Lloyd George, et Alfred Milner était le bras droit d'une des plus grandes fripouilles mondialistes de l'époque, qui s'appelait Cecil Rhodes. C'est lui qui a rédigé ça. Donc pour quelqu'un comme Marine Le Pen, qui dit avec raison qu'il faut combattre le mondialisme, on ne peut pas être sioniste, puisque c'est Satan qui a enfanté Lucifer. Bon, voilà. Donc c'est un contresens. Je vous demanderai une chose, d'être prudent sur les apparences et ce qu'il y a derrière. Parce que, voyez-vous, ça qui est terrible, vous avez des personnes, ou en tout cas des instituts politiques ou des partis politiques qui peuvent dire de bonnes choses, et le Front National dit de bonnes choses. Mais, vous savez, là c'est l'exemple du Front National avec le pro-sioniste, là c'est impossible quand on défend les valeurs françaises ou la France. Bon. Vous avez ce qu'on appelle la gestion des contraires. Ça, c'est une méthode anglo-saxonne qui consiste à mettre deux éléments absolument opposés et les gérer en même temps pour créer des conflits. Vous avez, dans le cas du Front National, un homme qui était conseiller d'État, qui est mort en 1999, qui s'appelait Jean Motin. Motin, M-O-T-I-H. Qui a travaillé pour le Front National et le Club de l'Horloge d'Henri Lescun. Et il a, entre autres, pondu des rapports sur le coût de l'immigration, etc. Bon, d'accord, il défendait les valeurs françaises, bon, d'accord, il disait qu'il n'aimait pas les immigrés, bon, d'accord, bon, d'accord. Parallèlement à ça, vous avez le plus grand institut mondialiste en France qui s'appelle Le Siècle, que vous connaissez sûrement pour la plupart, qui a été créé en 1944, et qui a été créé donc par Georges Bérard-Kellin, et qui réunit la crème de la crème, politique, économique, journalistique, militaire, et les gens qui en font partie doivent impérativement avoir une activité professionnelle. S'ils sont à la retraite, ils dégagent. On veut que des gens, vraiment, bon, en gros, ils veulent des gens efficaces et qui sont sur le terrain. Mais le problème, donc, le siècle, c'est un truc mondialiste, bon, qui donc ne correspond pas du tout au Front National et au Club de l'Horloge. Bon, c'est différent. Enfin, quand on compare, c'est complètement différent. Là où il y a un petit hic, c'est que, on vous dit toujours, le fondateur du siècle s'appelait Georges Bérard-Kellin, oui, mais il n'était pas seul. Et il y en a un qui l'a aidé jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'en 1999, c'est Jean Motin. En fait, cet homme-là travaillait pour deux mondes opposés. Il travaillait pour un parti, le FN, le Club de l'Horloge, pour des valeurs apparemment bonnes, défense de la cause nationale, et en même temps, il a fondé et travaillé au service d'un institut qui était l'antithèse du FN. Donc je vous demande d'être prudent, surtout quand on voit qu'il y a quelques semaines de ça, Marine Le Pen à Nice a reçu deux avocats, Collard et le deuxième, je ne sais plus comment il s'appelle, Franc-Mac. Alors que la franc-maçonnerie, par définition, veut
ce qu'ils appellent la République universelle, enfin ça s'appelle la gouvernance mondiale. Donc, soit on est bête, soit ils sont bêtes, soit ils sont intelligents, et ils le sont en fait, mais dévoyés. Donc ne vous faites pas avoir, ce n'est pas parce qu'un dirigeant politique dit des choses justes qu'automatiquement il est bon dans le fond. Vous savez, c'est comme Nicolas Dupont-Aignan qui dit des choses tout à fait justes, mais en fait, cet homme-là, il bouffe à tous les râteliers. Et surtout, il a été sympathisant, il a même plus qu'il était sympathisant, socialiste dans les années 80, il a fait partie du club de réflexion de Rocard, club qui s'appelait Convaincre. Et puis il a vu que ça n'avait pas d'avenir pour lui, il a changé de boutique. Donc, et puis surtout, il ne connaît pas l'histoire de France qu'un. Intéressez-vous, dites-vous toujours, un homme politique, homme ou femme, doit avoir des connaissances en économie, etc., ça c'est sûr. Mais un pays ne se dirige pas comme une entreprise. C'est en partie une entreprise, mais ce n'est pas uniquement ça, c'est aussi une civilisation, c'est aussi des traditions. Et un chef d'État, le vrai chef d'État, qui s'appelle Bismarck, qui s'appelle Churchill, etc., ils ont tous ça en commun, ils sont pétris d'histoire. Est-ce que les hommes politiques, et en tout cas ceux qui prétendent défendre la cause nationale, sont pétris d'histoire de France, et en même temps connaissent l'histoire de la Grande-Bretagne, de l'Italie, de l'Allemagne, de la Russie, etc. Est-ce que ce sont des gens pétris? Est-ce que les dirigeants du FN, à la tête du FN, sont pétris d'histoire? Non. Ils sont actuels, ils sont modernes, modernistes. Il n'y a aucun classicisme. Le classique n'empêche pas d'être à la pointe du progrès, mais ils n'ont aucune connaissance en histoire. Bon, ben, on ne s'appuie pas là-dessus. Et dernière information, je vais clore là-dessus parce qu'il commence à faire chaud et que j'ai besoin d'une bière. Ben, la mise en place de cette gouvernance mondiale, ça vient de tomber, c'est tombé il y a 3 semaines. Je vous ai dit qu'il y a cette volonté de mettre en place des blocs continentaux. L'Union européenne est le prototype le plus avancé. L'Amérique du Sud, c'est l'UNASUR. En cours de route pour l'ALENA, pour l'Amérique du Nord, qui doit s'appeler Union nord-américaine ou Communauté nord-américaine. Pour le bloc eurasiatique, vous avez eu le lancement en octobre 2000 de la CEA, Communauté économique eurasiatique. Eh bien, le 4 octobre 2011, Vladimir Poutine a décidé de passer à la vitesse supérieure. C'est l'information, c'est Ivestia, c'est RIA Novosti, pardon. RIA Novosti, c'est l'AFP version russe, mais traduit en français, où, comment il s'appelle, Poutine a décidé la création d'un bloc supranational, l'Union eurasienne. Je vous lis ceci. Nous proposons un modèle de puissante union supranationale capable de devenir un des pôles du monde moderne et de jouer le rôle de connecteur efficace entre l'Europe et la région Asie-Pacifique. C'est un projet ouvert et nous saluons l'adhésion de partenaires, car ça sera la Russie, Kazakhstan, Biélorussie et tous les pays de l'ancien bloc soviétique. En fait, une union eurasienne, supranationale, qui dit supranationale donc contre les intérêts nationaux, parce qu'on ne sert pas de maître. Hein. On a soit une épouse, soit une concubine, mais on ne peut pas avoir l'épouse et la maîtresse. Ah, bien sûr que si. Bon. Vantard. Donc, blague à part. Donc, en fait, qui dit Union eurasienne supranationale dit obligatoirement des principes qui sont contre les traditions et les valeurs de la civilisation russe. Donc, on voit que l'architecture du monde, de cette gouvernance mondiale, galope. Et on est dans la dernière décennie, pour moi, 2010-2020, où les choses vont se faire ou se défaire. Mais compte tenu que j'ai toujours considéré ce projet comme babélien, je sais qu'il se cassera la gueule. Le problème, c'est qu'il est dans la tour. Et qu'on risque, en tout cas pour beaucoup, de ne pas s'en sortir vivant. N'empêche, prenons le bien. Je vous remercie.